Bonjour tout le monde. Je vous présente le docteur Jean-Philippe Brosseau, qui est professeur-chercheur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Le docteur Brosseau et son équipe sont récipiendaires de deux subventions que la NFQ leur a données à travers des années. Aujourd'hui, il nous présente les projets de recherche sur lequel il travaille. Donc, son équipe développe des modèles animaux pour démontrer si la thérapie génique serait envisageable afin d'aider les gens qui ont la NF1. Bien évidemment, le docteur Brosseau va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, donc je pense que je vais, sans plus tarder, le laisser commencer. Ah, je vous Merci. inviterai peut-être aussi à poser vos questions dans le chat à mesure que ça vient, mais il y aura une période de questions à la fin. Si vous pouvez fermer vos micros aussi, ça serait impeccable. Oh, OK, ce sera pas long. OK, On a fait un petit test avant, oui, c'est ça. exact. Ben, merci tout le monde. En ce moment, je vous vois pas, là, donc effectivement, vous pouvez mettre vos questions dans le chat, mais moi, je les verrai pas, là, en temps réel et puis, donc vous pouvez soit m'interrompre pendant la conférence ou attendre à la fin, là, pour poser la question. Sachez que, dans le fond, aujourd'hui, on enregistre la conférence, donc ça va de soi que si vous posez des questions, ils seront aussi, enregistrés. Donc effectivement, je m'appelle Jean-Philippe Brosseau. J'ai mis mon courriel ici sur la page diapo si vous voulez me rejoindre, plus tard, si vous avez encore d'autres questions. Donc mon laboratoire est situé, sur le campus de la santé à Sherbrooke, là, où ce que le CHU à Fleurimont et l'Institut de recherche sur le cancer, en fait, dont je fais partie. C'est le bâtiment bleu qui est en bas, qui est encerclé en rouge. Donc, je vais parler un petit peu de mon parcours. En fait, là, moi, je suis pas atteint de la NF ou ma famille n'est pas atteint de la NF là, de proche ou de loin. Je vais vous explique un peu le parcours, là, c'est arrivé par hasard, mais dans le fond, moi, je suis passionné par la recherche, là. Je cherche à savoir comment ça fonctionne la vie en général. Et puis donc, j'ai fait d'abord des longues études, là. J'ai fait un bac en chimie, ensuite une maîtrise en pharmacologie, j'ai fait un PhD en biochimie. Donc, j'ai vraiment fait de la recherche pendant plusieurs années. Puis ensuite, j'ai fait une spécialisation au Texas qui se trouvait à être en fait sur la NF. Près de 6 ans, puis ensuite, là, je suis retourné, au Québec, juste avant la pandémie, en fait, pour débuter mon propre laboratoire de recherche, à l'université de Sherbrooke, donc sur la NF. Donc mon équipe, j'ai des étudiants gradués, là, à la maîtrise au doctorat. J'ai des post-doctorats aussi qui sont avec moi, qui se sont récemment joints, là, docteur Sidio puis docteur, Boston Tirich. Les travaux que je vais présenter aujourd'hui, ça fait partie de c'est plusieurs personnes qui ont contribué, à ces travaux-là. Et donc essentiellement, ce sont des étudiants gradués ou des assistants de recherche, des stagiaires. Donc, je vais commencer avec les grandes avancées de la recherche sur la NF. Ensuite de ça, je vais me concentrer dans l'introduction plus au niveau de la thérapie génique comme telle. Puis ensuite de ça, je vais vous parler là, des travaux, entre autres, là, qui ont été financés par l'Association de la neuroformatose. Si j'ai le temps à la fin, je vais vous parler d'un autre projet, en fait, que j'ai soumis un résumé pour la conférence sur la NF en Arizona. Si jamais j'ai le temps, je vais en parler de ça. Mais bon. Donc, les grandes avancées, là, si on recule à là, 30 ans et plus, là, en 1990, c'est la découverte du gène NF1, donc de la neurofibromine et sa fonction. Puis ensuite de ça, quelques années plus tard, il y a eu des subventions de recherche qui ont été dédiées à la NF. Donc, par exemple, le département de la Défense, aux États-Unis qui subventionne la NF. Maintenant, ils sont rendus à 25 millions par année qui donnent en subvention. Puis après ça, après avoir les années, il y a eu d'autres, organismes, bien sûr subventionnaires, qui se sont aussi concentrés à donner de l'argent à la NF. Après ça, en 99, il y a eu le premier modèle animal pour récapituler une tumeur, NF qui était une tumeur MPNST, en fait. Puis par la suite, ben, ça a donné lieu à plusieurs autres modèles qui ont tenté de récapituler d'autres types,
de tumeur. En 2000, c'est là qu'on a vraiment conclu là, les cellules d'origine au niveau des neurofibromes, que c'était bien les cellules de Schwann. Avant ça, il y a toujours eu un débat. Est-ce que c'est les cellules de Schwann? Est-ce que c'est d'autres cellules comme les fibroblastes? On sait que le terme neurofibrome, en fait, ça vient de neuro, donc les nerfs, et fibrome, fibroblast, fibrose. Donc, il y avait vraiment deux composantes majeures, puis on n'était pas certain avant ça quelles étaient les cellules d'origine. Donc, ça, c'était aussi un fait marquant, un fait saillant marquant. Ensuite de ça, il y a eu les premières études cliniques qui ont découlé avec des patients NF1. Donc, par exemple, la thalidomide qui avait été testée. Donc, c'est essentiellement une drogue qui avait qui avait été testée pour une autre fonction, qui a été retestée dans un autre contexte. Après ça, il y a eu plusieurs autres études cliniques qui ont été mises de l'avant, cette fois-ci, disons, supportées par des modèles animaux d'abord. Ensuite, en 2007, la première relation génotype-phénotype qui est apparue. Ça a pris de la construction de grandes banques de données pour aller mettre en lumière ces relations-là. Depuis, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Là. Il y en a 4-5 qui sont répertoriées. Comme vous le savez sans doute, quelques années, en 2019, premier traitement approuvé par la FDA, le selumetinib, pour diminuer la taille des neuroformes plexiformes qui sont non opérables. Et aussi, en 2019, les premiers essais de thérapie génique, c'est-à-dire les premières démonstrations en cellules qu'un vecteur, un adénovirus, par exemple, avec une forme réduite là, de NF1, pourrait entrer en cellule et puis être exprimé. Donc, tout ça, là, je les ai marqués en gras ici, là, dans ça, mais c'est tous les thèmes un peu de recherche qui ont eu d'abord, il y a une chose qui a été découverte, puis ensuite de ça, il y a donc, plusieurs autres, par exemple, modèles animaux, plusieurs autres études cliniques, etc. Mais il y a eu un premier à tout ça, mais c'est encore d'actualité. Tous ces aspects-là sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc, la thérapie génique, le principe de la thérapie génique, dans le fond, on peut le voir il y a différentes définitions, là. Ça peut être le remplacement du gène qui cause la maladie par une copie saine. OK, ça peut être l'inactivation du gène qui fait défaut. Ou ça peut être l'introduction carrément d'un nouveau gène pour aider à traiter la maladie. Dans le cas de la néoformatose, ce n'est pas nécessairement le gène qui fait défaut qu'il faut particulièrement inactiver, mais serait plus d'introduire un nouveau gène ou de remplacer pour aider à avoir une meilleure expression de la néoformine comme telle. Donc, qu'est-ce qu'un gène là, pour le grand public? Dans le fond, si on regarde le schéma ici, là, en bas à droite de la cellule qui est en vert et de son noyau qui contient les chromosomes là, avec les X bleus, mais les chromosomes, dans le fond, c'est un enroulement compact d'ADN. Puis si on déroule cet ADN-là, ben, l'unité fonctionnelle, ça s'appelle un gène, qui dans le fond, c'est une séquence de bases azotées bien définies, là, les bases ATCG. Et dans une séquence bien définie, là, ça va porter le nom d'un gène qui va encoder pour une protéine. Dans notre cas, qui s'intéresse ici, ça encode la neurofibromine. Donc, des exemples de thérapie génique dans d'autres maladies, il y en a, puis ça fonctionne. OK? Par exemple, dans les cas où ce sont des maladies du sang, dans les dernières années, il y a différentes technologies qui ont été mises de l'avant pour corriger les défauts génétiques. OK? Il est même possible, en fait, de prélever des cellules d'un patient, comme par exemple ici, avec une prise de sang, on va isoler les cellules d'intérêt. Ensuite de ça, on va les corriger, on va les modifier génétiquement, on va les amplifier, puis on va les retourner dans le patient. OK, donc ça, c'est ses propres cellules, dans le fond. Fait qu'il n'y aura aucun rejet. Et puis, ça a l'avantage d'avoir le gène, il va être corrigé, en fait. Puis ça, il y a quelques exemples de maladies comme ça que c'est maintenant possible
de faire de la thérapie génique. Dans notre cas, dans le cas de la neurofibromatose, est-ce qu'on pourrait avoir conceptuellement le même type d'approche? C'est pas clair qu'on pourrait prendre, les cellules de Schwann, par exemple, les enlever, les corriger, puis les remettre dans le patient, là. Ils n'ont pas la même, structure, si on veut, là, donc ce serait pas par ce type d'approche-là qu'il serait possible de faire. Si on regarde d'autres maladies, comme par exemple, l'atrophie, musculaire spinale, la SMA, il y a en fait des approches avec des adénovirus. Donc ça va être ça l'agent de livraison, si on veut. Ça va être un vecteur qui va encoder, le gène d'intérêt, qui va être livré dans les cellules, puis qui va pouvoir être exprimé. Ça, il y a des précédents pour ça, comme par exemple Zolgensma, qui a été approuvé. C'est tout un défi là, d'optimiser la spécificité cellulaire, l'efficacité à rentrer dans les cellules pour que l'effet dure dans le temps, mais cette approche-là est possible. Euh, Donc, les projets de thérapie génique en cours à l'international, il y a une grosse initiative de la part de la fondation de Gilbert Family qui a commencé il y a quelques années à subventionner massivement les initiatives en thérapie génique pour NF1. Les initiatives de thérapie génique sous toutes ses formes, là, ça veut dire il y en a des gens qui essaient d'optimiser les mécanismes de livraison de cet ADN-là justement aux cellules, mais il y en a d'autres qui utilisent différentes autres approches, pas nécessairement pour corriger l'ADN mutant, mais bien différentes autres approches au niveau des transcrits d'ARN qui sont présentés. Donc, en bas de l'écran, on peut voir, là, il y a 21 projets en ce moment qui sont au stade découverte et il y en a 4 qui sont à la preuve de concept in vivo. Mais il n'y en a aucun en ce moment là, qui sont en études cliniques pour ces approches-là. Donc, on est encore dans les balbutiements là, de la thérapie génique pour ce qui est de NF1. Donc, l'expertise de mon groupe de recherche, moi, mon expertise, c'est pas la thérapie génique à proprement parler, dans le sens où, un peu comme les approches avec la correction de gènes ou comme avec le Zolgensma, avec l'optimisation de vecteurs viraux, tout ça. Moi, c'est plutôt le développement de nouveaux modèles animaux pour récapituler les tumeurs NF1. Par exemple, ici, je vous donne des exemples auxquels j'ai participé. Ça, c'est un modèle à gauche où il y a une délétion spécifiquement dans les cellules de Schwann de NF1. Puis on voit, par exemple, que la souris, bon là, elle est rasée, là, c'est pour ça qu'on voit la peau nue, mais sur sa patte droite, on voit clairement qu'il y a une grosse bosse. Puis en fait, ça, c'est une tumeur maligne, c'est un PNST, un peu comme ça pourrait arriver chez les patients. Ensuite de ça, à droite, on a une autre souris qui, cette fois-ci, va présenter des neuroformes cutanées pigmentées. Donc, c'est un exemple de neurofibrome cutané diffus qui va se retrouver chez la souris, qui va mimer, dans le fond, un des sous-types de neurofibrome qui peut arriver chez les patients NF1. Donc, ça, c'est des projets auxquels j'ai déjà participé il y a quelques années. Donc, c'est ça ma force. Donc, à partir de là, ouais, ça, c'est juste un exemple pour vous dire, dans le fond, que ça prend quand même une certaine dissection de ces souris-là pour arriver. Là, on voyait la tumeur qui était dans la patte, là, qui était vraiment extrêmement grosse. Mais en fait, pour aller voir les autres tumeurs qui sont au niveau du système nerveux périphérique, on doit, dans le fond, disséquer. Ça, c'est un article que j'ai récemment fait avec mon équipe là, pour montrer les étapes de la dissection. Là, on prend la souris, on enlève les viscères, puis ensuite, ça, tranquillement, là, on va ôter toute la musculature, puis on va être en mesure d'exposer la moelle épinière, puis ensuite de ça, ben, on va tranquillement ôter toutes les côtes, dans le fond, pour retrouver uniquement le système nerveux périphérique, puis on est même capable de faire le système nerveux central aussi, donc le cerveau attaché à tout ça, là. Donc ça, ces techniques-là, ça nous aide beaucoup à aller voir
où sont les neurofibromes sur les différents nerfs, les différents ganglions qui se retrouvent. Donc, vers une thérapie génique NF1. Donc, ce que je vous ai dit, dans le fond, je vous ai dit que moi, je ne travaillais pas nécessairement sur la thérapie génique comme telle, c'était plutôt ma force, c'est les modèles animaux. Alors, l'idée, en fait, c'est qu'on se dit, OK, dans un tissu normal, puis là, vous allez voir des fois, pardon, il y a des mots en anglais, là, j'ai essayé vraiment beaucoup de mettre le plus possible là, ma présentation pour grand public, puis je l'ai mis la plupart du temps en français, mais ça se peut à l'occasion qu'il y ait certains mots en anglais ou des images qui ont été prises et qui sont en anglais, là, je m'en excuse. Donc, on a ici un tissu normal. On sait qu'avec le tissu normal, s'il y a une délétion de NF1 ou une perte là, par une mutation, une perte fonctionnelle par une mutation, ça va donner lieu à une tumeur bénigne, en fait un neurofibrome. La question, c'est si on était capable de remettre le gène NF1 en place, est-ce que ça normaliserait le tissu? OK? Ça peut paraître assez, banal, si on veut, comme question, mais vraiment, ça n'a pas été démontré encore. Donc le concept fondamental même de est-ce possible d'avoir une thérapie, génique, NF1? Parce que c'est possible que ça ne fonctionnerait pas, c'est-à-dire que c'est pas parce que la tumeur comme telle, au départ, elle a besoin d'une perte de NF1 pour croître que que de ravoir le gène, la ferait nécessairement normaliser. Suite au développement de la tumeur, elle pourrait être quand même addicte à d'autres signaux que la perte de NF1. Puis à ce moment-là, ben, même si on remet NF1, il y a quand même d'autres choses qui s'est passées pendant ce temps-là, puis ça ne serait pas suffisant, par exemple, pour normaliser. Ça pourrait arriver. Moi, je ne pense pas, là, mais il faut quand même le tester. Donc, vous voyez que c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant parce que si ça fonctionne, ben, à ce moment-là, OK, ça veut dire que les stratégies de thérapie génique sont envisageables. Mais si on réussit à démontrer que ce n'est pas le cas, ben là, à ce moment-là, ça devient quand même intéressant aussi parce que il faut investiguer ailleurs, faut voir, faut élaborer de nouvelles stratégies, puis il faut revoir notre façon de penser que c'est pas nécessairement complètement seulement NF1 qui est là. Donc, le but, c'est de développer un modèle animal qui va permettre de tester cette faisabilité-là. En ce moment, tous les modèles animaux, c'est des lésions de NF1 qui sont irréversibles. OK? Donc, il faut penser à une stratégie qui va, d'une façon quelconque, avoir une expression de NF1 qui va être réversible ou inductible. Il faut être capable de réprimer l'expression, d'enlever NF1, puis ensuite de pouvoir le remettre. Donc, une des choses qu'on a pensé, c'est d'arriver avec un système complètement différent de ce qui se fait actuellement là, au niveau des modèles NF1. Là. C'est un modèle xénographe, dans le fond. Ce serait de prendre des cellules de Schwann qui sont mutées pour NF1. Ensuite de ça, on les met on les modifie génétiquement avec un transgène NF1 qui serait inductible, OK? Donc, dont l'activité est modulable. On implante ça dans les nerfs sciatiques des souris et puis après ça, ben, là, vu que les cellules de Schwann ont déjà le NF1 muté à la base, ils formeraient des neurofibromes. Et après ça, une fois que les neurofibromes sont en place, ben là, on pourrait activer le transgène. Par exemple, avec une drogue, là, ça, il y a des modèles, des systèmes modèles qui sont déjà relativement très bien établis. Puis ensuite de ça, on voudrait voir l'apparition d'une régression, en fait, d'une normalisation du tissu. OK? Bon, ça, c'était notre première stratégie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, avoir un vecteur d'expression pour un transgène inductible de NF1, c'est extrêmement difficile au niveau technique à cause que le gène NF1 est vraiment gros, entre autres. Ça devient extrêmement difficile à faire. Donc, ce n'est pas une stratégie qu'on a mis complètement à côté, mais disons qu'on a pensé à une deuxième alternative. La deuxième alternative, c'est d'y aller avec une stratégie qui est similaire en termes de cellules, tout ça, sauf qu'on va pas passer par un transgène. À la place de ça, on va prendre des cellules normales de Schwann,
Puis il y a des systèmes qui sont capables d'avoir une répression inductive de NF1. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, là, mais donc il y a des systèmes qui sont possibles de réprimer l'expression de n'importe quel gène, là, dont NF1 entre autres, de façon inductive. Donc, en modifiant génétiquement nos cellules de cette façon-là, puis en les implantant dans le nerf, ben, on va activer la répression cette fois-ci, puis on va espérer que cette répression-là soit assez forte, presque comme un NF1 muté, pour que finalement ça forme des neurofibromes. Puis ensuite de ça, une fois qu'ils font les neurofibromes, ben là, on va désactiver la répression, puis on va regarder voir si ça régresse. Fait que ça, c'était plus facile, disons, en fait, au moins sur papier, d'effectuer ces vecteurs de répression-là. Donc, avant de faire ça, on a d'abord pensé à faire une preuve de principe du modèle de xénographe parce que même ça, c'est pas très bien connu dans la littérature. Donc, qu'est-ce que ça fait si on prend carrément juste les cellules de Schwann avec un F1 muté, on les met dans le nerf sciatique, ça forme un neurofibrome. Parce que si ça ne fonctionne pas, ben, tout le reste ne fonctionnera pas, là, dans le fond. Parce que ça, c'est comme la preuve, le meilleur moyen, si on veut, pour valider notre système. Donc, c'est d'abord ça qu'on a fait, dans l'optique d'ensuite modifier génétiquement les cellules, mais d'abord, est-ce que juste ça peut marcher? Donc, ce qu'on a fait, c'est premièrement, on a acheté les cellules de Schwann NF1 mutées, puis on a aussi acheté des cellules normales là, comme contrôle. C'est assez dispendieux, ces cellules-là, mais il y a quand même un programme avec NTAP là, qui rembourse ces lignées-là jusqu'à une certaine proportion. Donc, mais là, en ce moment, ils sont rendus autour de 3000 US, ces lignées-là. Dans le temps que je les ai achetées avant la pandémie, c'était pas ce prix-là. Donc, on a acheté ces lignées-là, on les a mis en culture. Ça, c'est un petit vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, la culture cellulaire. C'est pour grand public, encore une fois. Je vais le mettre ici. Donc, ce qu'on voit en fait ici, c'est une personne qui fait de la culture cellulaire. Donc, les cellules sont dans le flasque qu'elle pipette présentement. Il y a un liquide au-dessus. C'est le milieu de culture qu'elle va venir enlever. Les cellules, dans le fond, ils sont adhérés, là, sont sur le plastique. On ne les voit pas là, à l'œil nu. Puis là, ce qu'elle va faire, dans le fond, c'est qu'elle va ajouter un produit pour les décoller de ce plastique-là. On va attendre un petit peu. Et après ça, on va enlever, rincer ça. Là, on va ajouter le produit pour décoller les cellules. Et après ça, elle va laisser agir le produit. Une fois que le produit a décollé les cellules, là, ils vont devenir maintenant en suspension dans le liquide. Puis là, ensuite, elle va pouvoir le diluer, puis prendre ce liquide-là, puis le mettre dans plusieurs autres plaques pour expandre, amplifier les cellules en culture. On peut aussi regarder directement les cellules au microscope en mettant le flasque en dessous du microscope. On peut voir que les cellules sont arrondies. Là, ça veut dire que dans le fond, ils sont décollés, ils sont en suspension. C'est pas mal ça que je voulais vous montrer avec cette vidéo-là. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée là, de quand on dit là, maintenir des cellules en culture, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera pas long. Je vais juste revenir ici. OK. Donc ça, c'est des images que j'ai prises en fait. C'est des images qui sont prises de la compagnie, là, mais ça représente les différentes lignées cellulaires qu'on a acquises. Donc, puis je les ai mis ABCD là, avec un code de couleur. Vous allez voir, on va suivre ce code de couleur-là dans la présentation. Mais donc, 3 lignées cellulaires qui ont des différentes mutations
différentes mutations de NF1, puis une lignée normale ici. Donc, les cellules, là, ce qu'on voit dans le fond, là, donc ça, par exemple, comme ça, c'est une cellule ici, ça, c'est une cellule. Ici, comme ça, c'est une cellule. Donc, on voit que dans un champ, puis là, c'est à fort grossissement avec un microscope, là, on est capable de voir plusieurs cellules. Donc, on a les cellules. Ensuite, on a acheté les souris. Les souris, ça, c'est des souris modifiées pour avoir un système immunitaire déficient. Pourquoi? Parce que là, on va prendre des cellules humaines, puis on va mettre ça dans une souris. Donc, pour pas qu'il y ait de rejet, hein, c'est comme la même chose que pour les... On le sait, avec les donneurs, il faut que par exemple, le sang, il faut que ce soit compatible quand on fait une prise de sang, etc. Ou quand on a une greffe d'organes, c'est important de, de- de respecter ça. Alors, c'est la même chose pour ici, pour les cellules qu'on prend dans le fond. Si c'est des cellules humaines, les souris ont un système immunitaire déficient pour éviter le rejet. Donc, on achète ces souris-là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chirurgie qu'on appelle avec réveil là, pour les greffes de cellules. Donc, on voit ici là, en A, dans le fond, c'est la patte qui est rasée. Et puis, donc, le nerf sciatique va passer un petit peu en dessous du fémur ici. Donc, on va faire une lésion. Ça, ici, c'est une lésion au niveau de la peau. On va étirer un petit peu. Et bien sûr, là, la souris est sous anesthésie générale. Là, donc, ça sent absolument rien. On va venir isoler le nerf sciatique. Puis ensuite de ça, bien, on va créer des lésions dans le nerf sciatique, de telle sorte que les cellules, après ça, quand on va mettre les cellules autour du nerf, dans le fond, on va faire une petite poche là, avec le muscle. Avec le quadriceps, on va faire une poche autour, qu'on va venir injecter les cellules, puis après ça, on va venir recoudre la peau. Puis ces lésions-là dans le nerf sont importantes pour que les cellules viennent s'intégrer dans le nerf et forment éventuellement un neurofibrome. Et puis, le design expérimental est le suivant. Donc, dans le fond, on a pris les différentes lignées cellulaires, on les a testées dans 4 nerfs sciatiques. Bon, chaque souris a 2 nerfs sciatiques, là, un gauche et un droit. Donc, ça nous permettait de 2 opportunités, dans le fond, de tester 2 différentes conditions par souris. Ça ici, le 47-270, c'est les différents numéros de souris qui sont tagués et numérotés, là. Et puis, donc, c'est ça. Donc, 4 fois chacune des lignées a été testée, les 3 mutées, la normale, et aussi, on a une condition qui a chirurgie, mais sans ajouter de cellules, juste pour. Attends, Jean-Philippe, je pense que tu as réussi à muter ton micro. On t'entend plus. On t'entend toujours pas, c'est bizarre. C'est pas de ma faute. C'est arrivé vraiment soudainement entre 2 phrases. Peux-tu essayer de sortir et de revenir peut-être? Oui, Ah, et ah, je ah, ne c'est sais pas revenu. pourquoi il était. OK, ben, je vais recommencer exactement au point où vous voulez que je recommence, là. C'est fatigant, ça. Oh, oh. Ici, c'était-tu bon? Ouais, OK. Ici, c'est là que ouais. c'est là que je C'est vous ai là que ça l'a, perdu, ouais. probablement. OK. Ouais. Fait que dans le fond, juste pour faire le sommaire de cette diapo-là, dans le fond, c'est que au niveau du design expérimental, comme chaque souris a un arc sciatique gauche et droit, ça nous a permis de 2 opportunités de faire 2 conditions différentes par souris. Il y a 3 lignées ABC qui ont des mutations pour NF1, qui ont été testées 4 fois chaque. On s'attend à ce que ces lignées-là développent des neurofibromes avec le temps. Il y a une lignée contrôle qui est
les lignées de choix normales, dans le fond, sans mutation. Celles-là, on s'attend à ce que ça ne forme pas de neurofibrome. Et on a une condition aussi, chirurgie sans ajouter de cellules, c'est-à-dire qu'on a juste fait la chirurgie, on n'a pas ajouté de cellules. À ce moment-là, on ne s'attend pas non plus à des neurofibromes. Et on a laissé les souris pendant 3 mois après la chirurgie, qui est un temps, disons, par rapport à la littérature qui était dans les qu'on s'attend à ce que ça forme des neurofibromes après ce temps-là, disons. Ça va toujours bien pour le son? Oui, c'est parfait. Et parfait. Donc là, c'était un petit vidéo pour vous montrer comment on fait ensuite, lorsque va venir le temps de récolter des tissus, comment qu'on fait après pour les mettre, pour les voir sous le microscope, pour les processer pour l'histologie, pour les colorer. OK. Fait que si ça vous intéresse, fait. Donc, on commence. Coupe de tissu, bien sûr, il ne s'agit pas d'un heure ici, là, c'est juste un autre tissu, mais l'idée générale est simple. On va couper le tissu, puis on va le mettre dans la formaline, qui est un agent fixatif. Donc ça va venir préserver le tissu de façon infinie, là, entre autres choses. Une fois que le tissu est fixé, là, typiquement, on laisse ça quelques jours. Ensuite de ça, on va venir le mettre dans la paraffine, dans la cire. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on l'idée, c'est de pouvoir, faire des tranches fines de ce tissu-là. Le tissu, au départ, il est mou, c'est impossible à avoir des tranches fines. On vient le fixer, il va durcir, mais on va l'enrouler dans la paraffine. Donc, comment qu'on va faire ça? On va commencer par le mettre dans des bains d'alcool pour le déshydrater complètement. Puis ensuite de ça, on va inclure de la paraffine. Ça, c'est un processus qui va durer quand même quelques heures. On voit ici alcool 70, alcool 80. Tranquillement, il y a de moins en moins d'eau, de plus en plus de solvants organiques, puis ensuite de la cire pour pouvoir enrouler. Donc ça, c'est comme un gros lave-vaisselle, si on veut, là, avec différentes conditions. Ça peut être robotisé complètement, là, ces étapes-là. Donc, une fois que le tissu est mis dans la cire, après ça, le tissu lui-même est dans la cire, mais on veut en faire un bloc avec un support solide. Puis à ce moment-là, ça va permettre de pouvoir vraiment le mettre après ça sur un microtombe pour pouvoir le trancher. Alors ça, c'est les différentes cassettes contenant les tissus. Vous allez voir un exemple là, avec ce qu'on appelle un bloc. Donc, on va venir couler de la cire chaude dans le récipient. Puis ensuite de ça, on va sortir le tissu. On va le placer dans cette cire chaude-là. Et puis ensuite de ça, donc elle va, donc là, le tissu va se trouver figé dans la cire. Elle va mettre la cassette de plastique par-dessus, puis elle va rajouter un petit peu de cire. Puis là, on a vraiment un sandwich, là. Puis à ce moment-là, bon, là, on peut le laisser à l'air refroidir, ou là, ici, elle le met dans l'eau là, pour qu'il refroidisse un peu plus rapidement, pour que la cire prenne. Là, dans le fond, ce que ça fait, là, c'est que le tissu, il est dans la cire en dessous de la cassette. Là, on le laisse aller comme ça. Puis ensuite de ça, on va pouvoir le sectionner avec un appareil spécial. Donc, l'appareil, c'est là, celui que vous voyez. Bon, là, la cassette est rendue bleue parce que c'est une autre cassette. Là. C'est la blanche, dans le fond, qui était là. Puis ce qu'on voit, le tissu au milieu, là, qui est un petit peu plus pâle, là, bien, ça, c'est le tissu. Là, voyez-vous, là, elle vient faire des tranches fines avec la lame de rasoir qui est là. Elle prend une petite tranche. Ça, c'est le tissu qui est au centre. Là. Autour, c'est de la paraffine, puis le tissu au centre. Elle met la lame dans le bain, puis là, elle va venir pêcher le tissu. C'est comme ça qu'on installe, dans le fond, des tranches de tissu très minces sur des lames de microscope. Fait que ça, c'est des processus là, qui sont très bien établis, là, comme par exemple ici à Sherbrooke, là, que ce soit pour la pathologie clinique ou même pour la recherche. On a des laboratoires qui sont entièrement dédiés à ça pour aider les chercheurs. Donc, un autre petit, la prochaine section ici,
c'est dans le fond, c'est la coloration. Fait que là, bon, on fait différentes lames. Ensuite de ça, on veut les voir. Parce que sans ça, c'est très transparent, hein. On n'est pas capable de bien discerner les structures du tissu. Bon, il y a différents colorants, là. Il y en a plusieurs pour aller voir différents types cellulaires, par exemple. Mais ici, c'est une coloration standard au H&E qu'on appelle là, hématoxyline et éosine, qui va venir colorer les tissus là, typiquement mauve et rose pour pouvoir mieux les voir au microscope. Vous allez voir des exemples là, dans quelques secondes là, de avant-après. Là. Puis c'est assez flagrant. Donc, elle met le colorant en rince, etc. Ensuite de ça, la dernière petite portion ici. Là, c'est ce qu'on voit au microscope. Ça, c'est sans coloration. Puis maintenant, en ajoutant de la coloration, on voit qu'il y a des contrastes assez importants. Ça, c'est par exemple juste avec le colorant rose, et ça, c'est avec le colorant rose et mauve. On peut voir des beaux contrastes de cellules. Donc, c'est ça que les pathologistes se servent. Euh, et c'est ça aussi que la recherche se sert pour identifier. Puis, je trouve c'est important de vous le mentionner parce que dans les prochaines diapositives, c'est pas mal ça que je vais vous montrer, des histologies. Ça va-tu pour le son encore? C'est bon? Oui, c'est parfait. Parfait. OK. Merci, Frédéric. Donc, je vous fais juste une petit recap là, avant de passer au résultat comme tel. Juste pour vous dire, là, dans le fond, la stratégie, c'était quoi comme tel, là? Donc, on avait pensé prendre des cellules de Schwann, mettre un répresseur inductible, les modifier génétiquement, implanter ça dans le nerf sciatique, activer la répression pour obtenir des neurophrones, puis ensuite déactiver pour donner une normalisation du tissu. Ça, c'est la stratégie qu'on a pensée, mais avant ça, on s'est dit, on va faire la preuve de principe du modèle xénographie, c'est-à-dire prendre des cellules de Schwann déjà mutées pour NF1, les implanter. Est-ce que ça, juste ça, ça va faire des neurofibromes? C'est ça l'expérience que je vous ai parlé avec ce design expérimental-là. Donc, ça, ce n'est pas encore la thérapie génique, c'est vraiment pour c'est une preuve de principe du modèle de la stratégie du modèle qui va ensuite servir pour tester la thérapie génique. Donc, ça, c'est un exemple avec les cellules IP NF9511B qui sont un des trois types là, cellulaires qui a des mutations NF1. Donc, il y a deux grossissements. Là, je vous montre un grossissement en haut à 2,5 fois qu'on voit comme tout le nerf entier, puis à 20 fois qui va vraiment zoomer au niveau des cellules. Puis en fait, avec ce type cellulaire-là, ce qui est intéressant, c'est que tous les nerfs, dans le fond, ont des tumeurs. Il y a même à la limite là, de l'invasion musculaire là, qu'on a vu, qui sera un critère de malignité. Je ne dis pas que ces tumeurs-là sont malignes là, comme telles, là, mais vraiment, là, c'était assez intéressant de voir des tumeurs malignes. Donc, dans le fond, ce qu'on voit ici, là, en mauve, ce sont des noyaux de cellules. OK? Puis normalement, dans un air, il n'y en a pas tant que ça. Là, je vais vous montrer un exemple après. Là, mais, donc, il y a une hypercellularité, euh, beaucoup plus de cellules que prévu à cet endroit-là. Et puis, l'histologie rappelle une histologie d'un neurofibrome parce qu'il y a une perte d'irrégularité. Dans le fond, c'est vraiment des motifs désordonnés. Là. Si je vous montre ce que ça donne avec les cellules normales, par exemple, vous voyez un air normal, il y a quand même une certaine structure. On voit ici, on voit encore toute la structure du nerf qui est vraiment longitudinale, là, très, très linéaire. Là. Ça n'a rien à voir avec une désorganisation comme telle. Donc, ça, c'est juste avec la coloration. Ici, on peut aller chercher ce type d'informations-là. On a quand même fait d'autres tests histologiques, comme par exemple, on a regardé avec un marqueur comme le Q80, qui est spécifique, dans le fond, aux cellules humaines. Alors, si c'est vrai que ce sont les cellules humaines qu'on a implantées dans le nerf qui ont donné lieu à la tumeur, bien, ils devraient être représentés ici. Puis c'est ce qu'on voit en brun ici, dans le fond. Là, ça, c'est la coloration avec l'immunohistochimie en brun.
Donc, on voit dans le fond que les cellules humaines ont bel et bien pénétré le nerf. Ici, on en voit encore plus. Ici aussi, on en voit, en fait, on en voit dans tous ces quatre panneaux-là. Donc, ça, ce que ça démontre, c'est que c'est vraiment les cellules humaines ont réussi à intégrer le nerf. Et ensuite de ça, dans le bas, ben, c'est un marqueur pour les cellules de Schwann S100. On voit qu'il y a quand même du marquage pour ces cellules-là, mais il y en a franchement moins, vous allez voir, que dans un nerf normal. Pourquoi? Parce que quand il y a une progression tumorale, il y a aussi une perte des marqueurs de différenciation des cellules. Et puis, c'est normal qu'il y en ait moins. Donc, si je compare par exemple, au contrôle où il y a une chirurgie sans cellules ajoutées, ben, dans le fond, le marqueur pour les cellules humaines, il n'y en a pas. Il y a pas de point brun, là. Il n'y a pas de. Et c'est normal, c'est à ça qu'on s'attend. On n'avait pas ajouté de cellules. Les nerfs sont relativement normales, là. On voit bien la régularité du nerf. Et puis, le marquage pour le S100, qui est les marqueurs de cellules de choix, est beaucoup plus abondant que dans une tumeur parce que la tumeur, dans le fond, elle se dédifférencie. Donc, je vous avais dit qu'on a testé 3 lignées. Puis là, je vous ai montré la lignée qui a vraiment bien marché, mais curieusement, en fait, les 2 autres lignées avec des NF1 mutés qu'on a testés, ils n'ont pas vraiment bien marché, c'est-à-dire qu'ils ne réussissaient pas de façon constante à reproduire l'histologie d'un neurofibrome. Même souvent, en fait, ça apparaissait plus comme un normal que d'autres choses. On le voit ici avec les 0,5.5 aussi. Donc, en conclusion pour cette portion-là, dans le fond, le modèle de xénographe pour les neurofibromes, ça fonctionne. Ça fonctionne avec une lignée commerciale même, ce qui est intéressant parce que dans le fond, les autres groupes de recherche vont pouvoir aussi utiliser ce même système-là, qui en ce moment, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment quelque chose qui est utilisé présentement, des modèles xénographes pour représenter les neurofibromes. De façon intéressante, les cellules de Schwann avec différentes mutations NF1 n'ont pas le même potentiel tumorigénique. Puis ça donnait lieu à un autre projet. En fait, on regarde aussi ça un peu plus en détail avec d'autres étudiants dans le laboratoire, mais c'est une observation très intéressante. On sait que la relation génotype-phénotype n'est pas évidente à faire, puis ben, on pourrait se servir de ce modèle-là aussi pour connaître le potentiel tumorigénique de certaines mutations. Donc, c'est sûr que ce serait très intéressant de regarder d'autres exemples. Et puis, de façon importante, le fait d'avoir eu la subvention avec la NFQ a permis de faire ce projet-là. Puis, avec ce résultat-là là, que je vous ai montré, là, d'avoir fait la preuve de principe on pouvait avoir le modèle xénographe avec la lignée commerciale, bien ça nous a permis d'avoir la subvention majeure de la Société de la recherche sur le cancer, qui est 130 000 sur 2 ans, à cause principalement de ce résultat-là qui était subventionné par la NFQ. Fait que ça, c'est sûr que ça a été très intéressant pour nous. Donc, en perspective, c'est sûr que c'est de créer des cellules de Schwann avec les répressions NF1 inductibles, tout ça, mais on voulait quand même faire une autre ronde avant slash en parallèle, là, parce que dans le fond, on a pris différentes lignées, on a regardé après 3 mois, il y en a une qui marche. Maintenant, elle marche, puis dans les 4 cas, il y a des tumeurs. Donc, la question se pose, est-ce que ce serait possible d'avoir des fibrons même plus tôt que 3 mois? Puis ce serait avantageux d'attendre moins longtemps, ce serait un modèle plus rapide. Fait qu'il y a la variable de temps qu'on voulait tester. Puis aussi, plus tard que 3 mois, est-ce que c'est possible d'avoir des tumeurs, même des tumeurs malignes? Puis ça, l'avantage, ce serait qu'on pourrait avoir un modèle de progression tumorale. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de refaire un autre design expérimental en choisissant une seule lignée, celle qui fonctionnait, mais cette fois-ci, en arrêtant nos groupes de souris à différents temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour voir si on pouvait, pas améliorer parce que si on a juste à attendre 1 mois, c'est toujours gagnant. Puis est-ce qu'on ne pourrait pas aussi gagner davantage avec un modèle de progression tumorale? Cet aspect-là
moins rapport avec la thérapie génique comme telle, mais était très intéressant à tester pour d'autres aspects. Puis en gros, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a certains nerfs qui ont des tumeurs après seulement un mois. Donc après seulement un mois, il y en a, on voit l'hypercellularité là, ici, là, qui est très, très forte. Il n'y a pas vraiment d'invasion maligne, mais il y a vraiment une hypercellularité. Il y en a d'autres, c'est carrément complètement normal. Donc, mais ici, il y a même une invasion au niveau du muscle cellulaire, là, qui est un critère de malignité. Alors, c'est quand même assez hétérogène, mais dès un mois, il y a quand même des tumeurs qui se développent. Donc, c'est intéressant. Par contre, quand on regarde après 2 mois, 3 mois, 4 mois, là, la tendance est pas nécessairement aussi constante. C'est-à-dire que, on aurait pu s'attendre à bon, après un mois, on se dit: «Bon, il y en a un certain pourcentage», mais après 2 mois, il va en avoir plus, 3 mois, il va en avoir plus, puis après un certain temps, ben, à partir de 3 mois, par exemple, toutes les tumeurs sont il y a toujours 100 des cas de tumeurs, mais c'est pas exactement le cas, là. C'est un petit peu plus subtil que ça. La proportion est quand même grande, mais c'est un peu plus subtil. Donc là, je passe rapidement là, sur 4 mois, 6 mois, on retrouve des invasions, tout ça. Mais somme toute, là, on voit que ce nerf-là, il a l'air pratiquement normal, puis on est à 6 mois. Donc, c'est pas parfait comme système, mais reste que c'est quand même très, très bien parce qu'on peut avoir des tumeurs assez rapidement dans une haute pénétrance. Donc, en conclusion, pour cette partie, le modèle xénographe, il permet d'avoir des tumeurs après seulement un mois, ce qui est très intéressant. Par contre, la progression tumorale dans le temps n'est pas aussi nette qu'anticipée. Donc, ça veut dire qu'elle n'atteint pas nécessairement 100 de pénétrance après 3 mois, etc. Il y a même il y a même il y a même une baisse un peu de pénétrance, puis on ne sait pas exactement, pourquoi, en ce moment, mais c'est ce qu'on investigue un peu plus en détail. Là, je ne vous ai pas montré dans la deuxième section la caractérisation aussi avec les marqueurs Q80 et S100. Ça, on est en train de faire ça pour avoir une meilleure caractérisation histologique. Et bien sûr, ultimement, c'est se servir du modèle xénographe avec les lignées cellulaires avec la répression inductive de NF1 pour, bien sûr, déterminer la faisabilité de la thérapie génique. Bien sûr, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi c'est d'abord important de bâtir la preuve de principe. Là. C'est comme des fondations d'une maison, si on veut. Là. On veut s'assurer d'abord que le modèle fonctionne, puis ensuite, on va dans la complexité. Donc, ça, c'est le résumé de notre deuxième stratégie, là, qui était de passer par un répresseur. Donc, on a été de l'avant avec ça, on a commandé des vecteurs, puis on les a clonés, on les a modifiés génétiquement. On s'est aperçu que les vecteurs inductibles, c'était quand même beaucoup plus touché, disons, là, que d'habitude. Fait qu'on a fait, on a coopéré aussi, collaboré avec un autre laboratoire de Sherbrooke, le laboratoire de Benoît Laurent avec son étudiant Colin, qui nous ont aidés là, pour la préparation de ces vecteurs-là, qui étaient somme toute assez capricieux. On a maintenant les vecteurs en main, puis on a fait des tests sur des cellules, pas des cellules de Schwann, mais sur d'autres cellules. Et puis, dans les 2 cas, il y a une répression vraiment de NF1 avec ces vecteurs-là. C'est-à-dire que ça, c'est dans l'axe des Y ici à gauche, ça, c'est l'expression relative. Et puis, on a différents vecteurs avec ou sans drogue qui permet d'activer la répression. Donc, par exemple, ici, la condition 1, c'est la condition basale. Puis ensuite de ça, si on ajoute la drogue, oh, on a une répression de l'expression de NF1. Donc, il y a beaucoup moins de NF1. Ce test-là nous a permis de déterminer, par exemple, que la dernière construction ici était beaucoup moins bonne que, disons, la première, puis la troisième, qui a une beaucoup plus grosse différence. Et ça nous permet de savoir lesquels vecteurs étaient les meilleurs. Ce qu'on fait dans le moment, c'est que là, on a fini ces tests-là. Ce qu'on fait dans le moment, c'est qu'on veut le faire sur les cellules de Schwann pour pouvoir ultimement, bien sûr,
tester ça et les mettre in vivo. Fait qu'on est quand même pas loin de l'objectif là, ici, à ce niveau-là. Et je vous avais dit qu'on n'avait pas abandonné non plus notre première stratégie, qui était l'insertion d'un transgène inductible. C'est juste que ça a pris beaucoup plus de temps. Et effectivement, pendant ce temps-là, on a pu faire bien d'autres choses, mais on a finalement réussi à faire ces vecteurs-là. Il y a Simon Roy là, de la compagnie Civic Bioscience qui a finalement réussi à produire le vecteur d'expression inductible pour un NF1 sous forme antivirale pour pouvoir ensuite euh, génétiquement modifier nos cellules de Schwann. Puis la compagnie Vector Builder aussi qui finalement a réussi à le faire, quoique sous une forme un peu modifiée. Ce n'est pas la séquence exacte de NF1. Parce que cette compagnie-là n'était pas capable de refaire ce que Simon a fait exactement. Donc, on a quand même deux vecteurs possibles pour y aller de l'avant avec cette stratégie-là. Puis c'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va repartir avec ça pour faire les deux stratégies en parallèle finalement. Donc, en conclusion, on a les designs numéro 1 et numéro 3 là, au niveau des vecteurs de répression qui semblent être les meilleurs dans les cellules test, puis on a en main les nouveaux transgènes NF1 pour les vecteurs. Donc, les perspectives, bien sûr, c'est comme je vous ai dit, de préparer les modifier génétiquement les lignées de Schwann pour ces différentes stratégies-là. Et puis, se servir du modèle xénographe qu'on a validé pour déterminer la faisabilité de la thérapie génique avec ce concept-là. Ultimement, c'est de développer une stratégie là, pour livrer un transgène NF1 spécifiquement dans le choix des patients, mais là, ça, je ne suis pas rendu là. Puis, comme je vous ai dit, moi, ce n'est pas nécessairement l'expertise que j'ai exactement. Là. Moi, c'est vraiment de faire la preuve de concept le plus rapidement possible avec un modèle animal pour pouvoir alimenter là, les autres chercheurs, bien savoir est-ce que c'est vraiment une stratégie qui est possible d'envisager. Donc, ça, c'était le premier projet, mais je pense que ça prend quand même assez de temps. Là. Donc, ça, c'est les organismes subventionnaires, là, entre autres la ANFQ là, qui a subventionné ce projet-là. Mais comme je vous ai dit, j'ai obtenu une autre subvention aussi de la Cancer Research Society pour continuer ce projet-là, tel qu'il était le plan initial, en fait, là, c'était vraiment ça, là, c'est que ça a servi de levier pour pouvoir avoir une plus grosse subvention, pour pouvoir amener ultimement ce projet-là à terme. J'ai d'autres projets dans le laboratoire là, qui gravitent vraiment autour de la NF1, en fait, là, qui sont subventionnés par différents organismes. Puis donc, je pense que je vais pouvoir peut-être arrêter là pour des questions. Si je reviens. Merci beaucoup, Dr. Boisseau. C'était super intéressant. C'était bien vulgarisé. Franchement, c'est pas un sujet simple et accessible pour le commun des mortels. Je pense qu'il y avait Roger qui avait une question dans le chat. Je pense que vous pouvez quitter le partage d'écran aussi. Ouais. Ça va peut-être être plus simple. Ah, parfait. Okay. Roger, je te laisse peut-être poser ta question. Ça va peut-être être plus simple. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup, Dr. Brosseau. C'était vraiment très, très, très instructif. Donc, j'ai deux petites questions dans le chat. Hein. La première, ça concerne la fameuse barrière hémato-encéphalique. Donc, j'aurais aimé ça savoir s'il y a des groupes spécialisés dans le développement de vecteurs, que ce soit viraux ou non viraux, pour justement maximiser l'atteinte des cibles dans le cadre des thérapies géniques, là. Oui, ben, comme je le disais d'entrée de jeu, là, moi, c'est pas ma branche ou mon dada, là, mais oui, ça existe là, dans le fond. Là, c'est d'avoir des vecteurs viraux, mais aussi après ça, ça prend un promoteur aussi qui est spécifique aux cellules d'intérêt pour pouvoir être activé dans ces cellules-là, finalement. Est-ce que toutes les combinaisons, théoriquement, toutes les combinaisons sont possibles, là, mais je sais que oui, il y a des vecteurs qui passent la barrière
hématoencéphalique. Ouais. OK. Puis ma deuxième question, c'était concernant les technologies qui avaient été envisagées. Donc là, on a parlé de je vais appeler ça la thérapie standard, là. Mais est-ce que vous avez considéré aussi prendre l'ARN messager pour aller porter le message dans la cellule Schwann pour que la protéine soit justement exprimée, plutôt que d'aller modifier le code génétique? Oui, il pourrait en faire une. Moi, je ne l'ai pas considéré, cette stratégie-là. J'ai considéré plusieurs autres stratégies, toujours en termes de preuve de concept. Comme par exemple, là, ici, on a un modèle xénographe, mais on peut penser qu'on pourrait avoir la même stratégie, si on veut, mais avec des souris qui ont les modifications dans les cellules germinales, là. Comme par exemple, comme les modèles animaux très standards qui sont utilisés présentement, là. Donc ça, c'est un aspect. D'autres groupes, par exemple, utilisent ou promouvoient ces stratégies-là, par exemple, tenter d'augmenter la transcription du gène, par exemple, ou tenter de corriger euh, l'expression du gène, mais en ciblant l'ARN messager. Là, l'idée ici, l'idée qui est avancée, c'est de carrément aller porter l'ARN dans la cellule, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, ça, normalement, c'est pas nécessairement ce qui est fait, là, parce que l'ARN est assez instable de nature. Donc, on passe par, dans le fond, de l'ADN qui va être transcrit en ARN ou de l'ARN modifié, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus court. C'est des séquences qui sont beaucoup plus courtes que ça. OK. Ouais. La preuve de concept qui avait été faite, dans le fond, dans les cellules humaines là, avec des adénovirus, c'est vraiment avec une séquence très courte, dans le fond, qui encode le domaine GTPase de la NF1, qui est le domaine fonctionnel, en fait, là, que les gens s'entendent pour dire que ce serait pas mal ça, parce que c'est le domaine qui permet d'inhiber la signalisation RAS là, qui est en aval. Donc, à ce moment-là, au lieu de se compliquer la vie et de prendre tout le gène NF1, ben là, ils ont fait la preuve de principe là, pour juste essayer d'infecter des cellules comme telles, mais ça s'est fait vraiment in vitro, là. En ce moment, il y a des projets subventionnés par la Gilbert Family qui vont de l'avant avec différentes autres stratégies. Là, je vous invite, si vous voulez, à aller voir il y en a qui vont parler là, en Arizona prochainement, mais les résumés de ces projets-là qui sont subventionnés sont tous sur leur site Internet. Là. Ça permet vraiment de voir c'est qui les joueurs là, qui sont sur l'échiquier. Mais somme toute, il n'y a personne qui essaye de faire ce que je fais, là, c'est-à-dire de juste essayer de conceptuellement, est-ce que ça, c'est possible? Merci beaucoup. Véronique, alias Patrice. Oui, c'est Patrice. Merci beaucoup, Dr. Brosseau. Super belle conférence, c'est vraiment intéressant d'amener tous ces concepts-là. Je me demandais, là, dans le fond, ce que ton laboratoire essaie de développer, c'est un modèle qui va permettre de vérifier si on arrive à réduire une tumeur qui est déjà implantée. Mais contrairement, mettons, à ce qu'on fait avec le Zolgensma ou dans la métrophyse spinale, on essaie de prévenir des complications avec une thérapie génique. Est-ce que tu penses que de ramener un niveau de neurofilament active peut-être moins élevé que ce qu'on aurait besoin pour réprimer une tumeur, mais de ne pas la laisser se développer, c'est quelque chose, c'est une avenue aussi qui pourrait être pensée? Ouais. Un jeune enfant qui naît, on découvre, peut-être que nous, on ne découvrira pas très rapidement le fait qu'il va avoir la neuroformatose, mis à part le fait qu'il va avoir des taches café au lait, puis là, donner une thérapie génique à un enfant qui n'a pas encore de complications, c'est peut-être un autre débat éthique, là. Mais c'est une avenue qui serait différente aussi.
C'est sûr, c'est sûr. Effectivement, dans le cas de la SMA, c'est comme ça que ça se passe. Là. Dans le fond, là, on essaie de. Dans le fond, quand le diagnostic sort ou que dans le fond, le test sort, à ce moment-là, on peut. Puis je pense que ça se fait avant 2 ans là, de faire cette thérapie-là. Encore là, dans le contexte où ce que moi j'ai monté le modèle, c'est pour montrer effectivement si on pourrait normaliser des tumeurs qui sont déjà développées. Ensuite de ça, on peut penser à des variantes là, de ce modèle-là où, dans le fond, on va venir, par exemple, bon, dans le cas où on a le transgène, on prend les cellules mutées NF1. On sait que si on les laisse aller, ça va développer des neurofibromes. Bon, on pourrait dire on va le partir l'activation du transgène dès le départ, sans avant même que ça, puis on va attendre plus longtemps, puis on va montrer que ben, si on l'avait parti tout de suite, ben, ça l'aurait comme tout neutralisé la cascade tumorale. Oui, c'est possible. Je voulais vraiment cerner au niveau la thérapie génique comme telle, mais après ça, on peut jouer à plusieurs sauces pour montrer la force du modèle, puis les possibilités qui sont les possibilités qui sont possibles. Là, ouais. Vraiment intéressant aussi de pouvoir, avec ton approche, traiter l'ensemble des patients avec neurofibromatose sans avoir une spécificité de génotype, mais plus de pouvoir traiter dans le fond, le niveau de néophobamine qui est actif, dans le fond. Là. C'est sûr que nous, on va suivre aussi en parallèle justement ces niveaux-là pour voir si ça corrèle, parce que nous, dans notre façon de penser, on assume que ça va suivre, tout ça, mais on veut quand même le mesurer, le quantifier. Puis là, nous, on s'intéresse uniquement, si on veut, on focus sur les neurofibromes en prenant un des phénotypes du patient, mais on peut penser que conceptuellement, des gens qui sont intéressés par d'autres caractéristiques, par exemple, bon, là, moi, je dis de penser ici là, parce que c'est un xénographe avec des cellules de Schwann mutées, parce qu'il y a d'autres phénotypes qui n'ont pas rapport avec les cellules de Schwann, mais on peut penser conceptuellement de faire ces approches-là pour aller voir si on peut restaurer d'autres phénotypes là, de NF1 par la suite, là, qui, moi, ne serait pas nécessairement mon expertise, mais comme par exemple d'envisager un modèle conceptuellement similaire, mais pour tester, par exemple, des capacités cognitives ou des difficultés d'apprentissage qui seraient modélisables, par exemple, dans un modèle animaux. Ça, c'est des choses qui seraient possibles, mais là, qui sortiraient un peu de mon champ d'expertise ou d'intérêt, mais que d'autres groupes de l'ANF, par exemple, seraient intéressés à prendre les approches conceptuellement, puis les appliquer dans leur champ. Là. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Super intéressant. Plaisir. Continue, on a besoin de toi. Je continue. Alors, inquiétez-vous pas. Si j'ai une question que je peux poser qui est carrément hors champ, là, une question que je me pose depuis que je suis l'ANF, qu'est-ce qui fait que le département de la défense américain finance la recherche sur la neurofibromatose? Tu sais-tu? Tu connais-tu la raison pourquoi on a commencé ça? Non, je ne connais pas la vraie réponse à ça. Mais ce que moi j'ai compris à travers le temps, tout ça, c'est que souvent, ça arrive en fait qu'il y a quand même des gens qui sont influents ou qui ont beaucoup d'argent, qui se trouvent à avoir quelqu'un dans leur famille qui ont la NF. Puis ces gens-là poussent, font du lobby pour ça, puis finalement réussissent à obtenir ce qu'ils veulent. Là. On peut penser à différentes familles aux États-Unis là, qui sont avec ça. Donc, ça a un effet positif, somme toute. Là. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs autres programmes. Le département de la Défense, oui, qui subventionne, puis il y a la sclérose tubéreuse aussi, c'en est un programme. Là, je ne connais pas les montants là, qui sont associés à ça, mais il y a quand même le cancer du sein, tout ça, il y en a différents là, qui sont subventionnés, qui n'ont pas nécessairement d'emblée rapport avec peut-être que l'allusion n'est pas. On se demande pourquoi là, le département de la Défense est mêlé à ça, là, mais disons qu'il y a beaucoup d'argent qui est là, donc c'est intéressant, c'est des mécanismes qui sont intéressants pour les chercheurs. Ben oui.
Un peu comme la Gilbert Family qui est un enfant atteint, dans le fond. par exemple. Merci beaucoup. Plaisir. Plaisir. Au plaisir de se revoir aussi là, le 22 avril. Je vais être là pour la course, puis je pourrai discuter avec certains de vous là, si vous en sentez le besoin. Là. Je sais que c'est enregistré, fait que peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement parler, mais il n'y aura pas d'enregistrement le 22 avril. Là. Je vois que France est en train de taper. Je ne sais pas si elle avait une question. Okay. Peut-être plus simple au micro. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question dans la salle? Sinon, pour ceux qui écoutent l'enregistrement dans les prochains jours, prochains mois, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez une question en lien avec le sujet. Ah, France demande pourquoi avoir choisi l'ANF au lieu d'une autre maladie? Oui, c'est une bonne question. J'ai peut-être passé un peu vite là-dessus là, au début de la présentation. Là. Dans le fond, moi, c'est ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, le système, puis tout ça, les cellules, le système vivant, etc. J'avais fait un PhD où ce que je m'intéressais au cancer de l'ovaire, en fait. Et puis, je me suis aperçu que les cellules normales qui sont autour de la tumeur, en fait, avaient quand même un grand rôle à jouer dans la progression tumorale. Fait que c'est là que je me suis intéressé à ce qu'on appelle dans le milieu scientifique le micro-environnement de la tumeur. Donc, ce sont les autres cellules qui ne sont pas tumorales, qui n'ont pas de lésions génétiques nécessairement, mais qui ont un rôle à jouer. Alors, quand j'ai regardé pour un stage postdoctoral, dans le fond, j'ai regardé pour des laboratoires qui étaient spécialisés là-dedans et aussi, je voulais m'armer d'utiliser les modèles animaux, chose que je n'avais pas d'expérience là, dans mon doctorat. Alors, je voulais aller chercher des systèmes modèles. Et puis, ça s'est adonné que, c'est drôle, hein, mais c'est ça, c'est que la néophromatosis, cette maladie-là, c'est connu, c'est bien connu que les cellules du micro-environnement jouent un rôle sur la progression de la tumeur. Par exemple, au début des années 2000, là, il y avait eu une grosse bulle là, sur les mastocytes, en fait, puis le stem cell factor, qui était un facteur, dans le fond. Les cellules de Schwann mutées vont sécréter ce facteur-là qui va activer les mastocytes. Donc, ça explique pourquoi il y a beaucoup de mastocytes dans ces cellules-là. Donc, c'est pas toutes les tumeurs là, qui sont caractérisées par ça. Donc, ça expliquait des choses. Puis ensuite de ça, il y avait même eu un exemple où ce qu'on avait pris après ça, un inhibiteur là, une tyrosine kinase pour bloquer l'action de ça. Puis sur un patient, ça avait fonctionné. Fait que là, ça devenait très intéressant à étudier. Finalement, ça n'a pas été le cas. Là, ça ne s'est pas répercuté dans plusieurs patients, mais somme toute, ça faisait la preuve de principe que ça, c'était intéressant. Puis après ça, ben, il y a tous les modèles animaux, là, beaucoup de modèles animaux ont montré là, que la prédisposition génétique, dans le fond, dans les cellules du micro-environnement, dans les cellules non tumorales, est importante pour moduler la progression, tout ça. Fait que moi, avec ces choses-là, j'ai saisi l'opportunité d'étudier le micro-environnement. Alors, dans mes autres projets, je regarde beaucoup la contribution aussi des cellules normales pour la progression de la NF, donc les fibroblastes, cellules endothéliales, donc les vaisseaux sanguins, choses comme ça autour, les gros dépôts de collagène qui sont dans les neurones. Comment ça peut moduler? Est-ce que ça, c'est des cibles thérapeutiques potentielles? C'est un peu ça que je regarde dans certains autres projets que j'ai dans le laboratoire qui ne sont pas dédiés sur la thérapie génique. Donc, ce parcours-là n'est pas non plus spécifique à moi, là, dans le sens que il y a beaucoup de chercheurs aussi qui ont
que c'est un peu par hasard là, qui travaille sur certaines maladies. Au début, on est intéressé par certaines choses, certains groupes de recherche, puis après ça, bon, on continue là-dedans, puis parce qu'on aime ça, puis on trouve ça intéressant. Mais souvent, c'est le hasard qui fait des choses. Dans mon cas, ça l'a bien servi. Merci beaucoup. C'était vraiment une superbe conférence. Je vois que France retape. Je vais attendre un petit peu sa réponse. Ah, elle dit merci. Ouais, c'est parfait. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clore là-dessus. Puis, on se revoit le 22 avril à la course. Parfait. Merci beaucoup.